Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Média Investigation. Chaque mois, nous allons pour vous dans des endroits où les caméras n'ont pas l'habitude d'aller. Voici le sommaire. Diplômés des plus grandes écoles françaises, ils se sont retrouvés sans papier. En France, une circulaire émise en mai dernier et a fortement restreint la possibilité pour les entreprises d'embaucher ces étrangers et pour eux d'obtenir leur visa de travail. De Paris à Casablanca, nous sommes allés pour vous à la rencontre de ces hauts diplômés marocains dont l'avenir a été bouleversé par cette désormais célèbre circulaire Guéant. Nous retrouverons également Atman, Mohamed Sharaman, Boujma et Zahra. Vous les avez suivis le mois dernier, tous les quatre étaient opérés dans le cadre de l'opération Cataracte. Une opération organisée à Marrakech par la fondation du Festival du film. Nous sommes retournés dans leur quotidien, observer le nouveau regard qu'ils portent sur la vie. Enfin, ils préfèrent mourir plutôt que de supporter de bien trop lourds souvenirs. Le suicide, c'est parfois la seule issue de ces soldats américains de retour des bourbiers afghans et irakiens. Ils sont des centaines par an à mettre fin à leur jour. Ignorés durant les années Bush, le gouvernement américain commence aujourd'hui à prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Le suicide. On l'appelle la circulaire Guéant, du nom du ministre français de l'Intérieur. Elle a provoqué une vive controverse en France. La raison, ce texte, donc, diffusé dans les préfectures et qui appelle leur personnel à examiner avec plus de rigueur qu'auparavant les demandes de changement de statut. Un changement de statut, c'est quand un étudiant étranger qui a eu son diplôme en France veut obtenir un visa pour y travailler. Depuis le 31 mai dernier, donc jour de la publication de cette fameuse circulaire, de nombreux étrangers très qualifiés qui avaient pourtant été recrutés dans des entreprises françaises n'ont pas obtenu ce fameux sésame. Les raisons invoquées et les situations parfois absurdes se sont multipliées. La polémique a enflé. Le gouvernement a fini par faire un pas en arrière, insuffisant cependant pour le collectif du 31 mai et ses soutiens. Trop tard aussi pour certains diplômés non français qui ont déjà dû plier bagages. C'est le cas de Nabil, Abdessamad ou encore Omar. Ils sont rentrés à Casablanca, Marrakech ou Rabat. Un retour plus tôt que prévu au Maroc pour ces diplômés de grandes écoles françaises. Nous les avons rencontrés. Nous sommes aussi allés en France pour tenter de comprendre cette circulaire et comment elle est appliquée dans les préfectures. Nous avons également rencontré ces diplômés marocains encore en France dans l'attente d'une décision des autorités françaises. Une attente insoutenable pour certains d'entre eux. C'est un reportage exclusif. Regardez. Cette plage, elle lui rappelle des souvenirs d'enfance. Mais ce sable de Témara, Omar Essayeg aurait préféré ne pas avoir à le fouler aujourd'hui. Le jeune homme était il y a quelques semaines en France. Étudiant depuis 4 ans dans l'Hexagone, on lui a demandé de quitter le territoire malgré un bon poste décroché dans une entreprise d'audit. Le motif avancé, c'est qu'il y a des chômeurs français qui postulent pour ce type de poste et qui peuvent occuper un poste similaire au poste que j'ai pu trouver chez KPMG. Et donc, pour le gouvernement, ces Français-là avaient la priorité sur cet emploi. Alors, ce motif ne se tient pas puisque mon entreprise, à l'issue du processus de recrutement, n'ont pas recruté de Français pour me remplacer dans mon poste. Et donc, ils ont décidé de ne pas recruter de Français puisqu'ils n'avaient pas besoin de main-d'œuvre française et qui cherchaient vraiment à diversifier leur entreprise en recrutant des diplômés étrangers parce que ça leur apportait de la compétitivité et puis ça leur donnait une vision plus large dans leur domaine, dans leur secteur d'activité. Et donc ils n'ont pas remplacé, c'est resté un poste vacant parce qu'il n'y a pas de profils qui peuvent recruter. Ils sont les futurs grands hommes de leur pays d'origine, mais les nouveaux sans-papiers de la France. En cause,
Cette désormais célèbre circulaire du 31 mai, dite circulaire Guéant, du nom de l'un de ses signataires, le ministre français de l'Intérieur. Ce texte rend plus difficile l'accès à l'emploi des diplômés étrangers en France. Une politique de temps de crise assumée par le gouvernement français, beaucoup moins par les Français eux-mêmes. Les autorités l'assurent, les changements de statut ont augmenté de 26%. Mais depuis son émission, il y a quelques mois, les situations ubuesques pleuvent. Je me retrouve à avoir licencié quelqu'un de mon équipe sans avoir de bonnes raisons pour le faire. Je me retrouve à avoir licencié une de mes collègues à l'issue d'un stage sur sa première expérience professionnelle. Elle est marocaine. Elle est experte sur le domaine sur lequel on l'a recrutée. Elle est experte parce qu'elle a développé de la compétence dans les 8 mois qui se sont écoulés entre les 6 mois de son stage et puis les 2-3 mois sur lesquels elle était en contrat chez nous. On avait l'intention de la conserver dans nos effectifs. On a l'intention de compter sur elle pour la croissance de la société. Et on se retrouve aujourd'hui à être obligé de la licencier. Donc du jour au lendemain, en fait, on se retrouve avec un ordre de la préfecture qui nous dit c'est un refus de changement de statut, et le refus de changement de statut devient une rupture de contrat, devient le fait de la sortir de la mission sur laquelle elle était chez le client chez qui elle était ce jour-là. Et du jour au lendemain, on lui demande de ramener son ordinateur au bureau et elle se retrouve sur le carreau. Je ne fais rien que d'attendre. Je ne me cache pas plusieurs fois. Je me dis c'est bon, c'est ce que j'attends. Je rentre chez moi et c'est tôt. Mais après, grâce à mes proches, grâce à le soutien de mon manager, je garde l'espoir et j'espère que ça va y aller. C'est pour protester contre ce qu'ils considèrent être une aberration que des intellectuels français se sont mobilisés. Après avoir lancé une pétition qui a réuni plus de 30 000 signataires, certains d'entre eux ont décidé de devenir les parrains symboliques de diplômés étrangers et conduits par les préfectures. Objectif ce jour-là, dans l'enceinte de l'Université de droit de la Sorbonne, présenter aux journalistes ces visages qui se cachent derrière les dossiers. J'ai commencé un projet en tant que chef de projet, c'était un projet d'une résidence étudiante. Et après, j'ai entrepris ce changement de statut qui m'a été refusé. Et du coup, moi, ce qui se passe, c'est que c'est pas seulement moi qui me trouve dans une situation compliquée, mais c'est aussi mon entreprise qui se retrouve avec un projet qui est dans les mains d'une personne qui travaille dessus depuis 1 an et qui du coup maintenant doit le remplacer par quelqu'un qui ne connaît pas le dossier. Il est en train de travailler sur un projet de résidence universitaire. Quand on sait ces dernières années la difficulté qu'il y a pour tous les jeunes de ce pays, qu'ils soient étrangers ou qu'ils ne soient pas étrangers, à se loger, à quel point toute cette génération souffre, je trouve qu'il y a là une ironie terrible d'aller en plus interrompre un projet d'un jeune architecte vénézuélien qui travaille pour construire des logements pour des étudiants français. Qu'on rende à vous tout ce qui vous appartient, c'est pas pour faire un jeu de mots, mais c'est une phrase que j'aime particulièrement en tant que laïque, il faut rendre à César ce qui est à César déjà, et puis il faut nous rendre la France qu'on aime tous. Merci. Je suis marocaine, 24 ans, j'ai fait une prépa HEC, l'École nationale d'assurance. On est dans un stress permanent, dans la mesure où on attend une décision qui tarde à venir. Je trouve toute cette histoire absolument stupide. C'est contre la raison. Ma responsable de formation m'a fait 2 courriers que j'ai adressés à la préfecture, qui n'ont pas abouti. Mon directeur d'école de Allez, je vous parraine. m'a fait... Vous m'envoyez à mon adresse tous les éléments. Sachant que vous êtes où? Déjà une UPR. Ouais. Et elle a expiré. Il faut dire ce papier. Voilà. Très bien. Autrement dit. Je prends. On ne peut pas laisser ces jeunes diplômés face à l'arbitraire des consignes administratives. Il faut des règles qui soient claires et qui leur permettent de travailler. On les a fait venir, on les a attirés en France, des phases des études en France. Il faut maintenant qu'ils puissent démarrer leur expérience professionnelle en France. Et c'est une chance pour notre pays. C'est ce que tout le monde a dit ce soir. On est dans une situation qui est totalement aberrante, tout ça par un simple électoralisme absurde pour essayer d'être dans une course à l'échalote avec Marine Le Pen. Il faut sortir de ça. C'est quelque chose qui ne représente pas, en tout cas, les valeurs françaises telles qu'on a envie de les porter, telles qu'elles ont été portées depuis des décennies ou voire 2 siècles. Et c'est pour ça, je crois aussi, qu'il y a cette mobilisation aujourd'hui de gens qui ont honte d'un gouvernement qui est en train de mettre à la porte tous ces talents. J'ai donc pu faire briser, puisque bien que je sois intégré, que je me sente français, elle a pu refuser mon statut salarié qui me permet de continuer à vivre dans mon environnement actuel, que je connais depuis mon adolescence.
Je n'ai donc plus qu'un espoir que la France m'accepte et qu'elle accepte tout l'amour que j'ai pour elle. À l'origine du mouvement de protestation, une poignée de diplômés étrangers. Le collectif du 31 mai formé en septembre a fait beaucoup de bruit dans les médias français. Leur point fort, l'organisation. Le collectif fonctionne comme une petite entreprise. Par rapport à tout ce qui s'est passé, le collectif du 31 mai a eu un rôle majeur puisqu'il a représenté les victimes de la circulaire, donc les diplômés étrangers, et a fait en sorte que la mobilisation rassemble un maximum de parties prenantes au sein des entreprises, des universités, des grandes écoles, mais aussi des personnalités connues, des intellectuels. Donc il y a eu une pétition, un appel qui a été lancé par Université Universelle, rassemblant une soixantaine de personnalités intellectuelles qui ont marqué l'histoire de France au moins une fois dans leur vie. Donc la mobilisation continue, elle se renforce. Et notre objectif, c'est de dépasser les frontières, donc d'aller à l'international. Ça a commencé un petit peu au Maroc, mais on a vocation à étendre le mouvement en Amérique latine, en Asie, dans tous les pays d'Afrique et pourquoi pas en Amérique du Nord également. C'est grâce à cette mobilisation qu'on peut vraiment effectuer un réel retour en arrière, c'est-à-dire retirer la circulaire Guéant et rétablir des pratiques normales, transparentes, où les critères d'exigibilité des dossiers seront précises et connus pour tous. Il y a quelques semaines, le visage du collectif du 31 mai, c'était celui-ci. Nabil Septi, marocain, est lauréat d'HEC, la plus grande école de commerce française. Il y a peu, il écumait les plateaux télé au nom des victimes de la circulaire et répondait avec répartie aux élus et autres politiques. Ce jour-là, fin novembre, sur le plateau du Grand Journal de Canal+, il est face à Arnaud Klarsfeld, président de l'Office français de l'immigration. C'est très grave, c'est très grave. Écoutez, il y a des gens qui nous écoutent. La moindre des choses, c'est de faire preuve d'un minimum d'honnêteté intellectuelle. Hein, et de ne pas mentir aux gens. Non, je vous mentais aux gens. Monsieur Vauquier, cet après-midi, a quand même réussi à caler 4 chiffres différents à plusieurs journalistes. Donc il y a un moment, moi je me permets de douter de ces chiffres. Moi je suis membre du collectif. Les chiffres que j'ai eu du ministère de l'Intérieur sont les suivants. 514 dossiers ont été vous les notez sur une main, c'est que vous ne les connaissez pas, moi je les ai en tête, je les connais. Nous avons envoyé 530 cas, monsieur, s'il vous plaît. Je me permets de vous couper la parole. 530 cas. Okay, moi je peux le prouver. Okay, nous avons les moyens d'attester voilà, de ces 130. Non, ça m'énerve parce que vous mentez aux Français. Vous mentez aux Français. Seulement 116 cas ont été débloqués. Il y a seulement 116 cas qui ont été débloqués. Une dernière remarque. Si mais vite, très vite, on est très en retard. Pour vous prouver la mauvaise foi quand même des propos de M. Guéant, hein, les pays d'origine ont tout intérêt à disposer de cadres de haut niveau, non seulement formés en France, mais qui ont aussi acquis une expérience professionnelle. C'est la loi, ça, monsieur. Après cette médiatisation, Nabil s'est vu proposer son changement de statut. Il a préféré rentrer à Casablanca. Les 2 entreprises qu'il avait créées, il a dû les laisser derrière lui. Je suis rentré chez moi par choix, puisque de toute façon, à cause de cette circulaire, j'ai perdu, entre guillemets, ce que j'ai pu construire en France, et que ça n'a jamais été pour moi un problème de rentrer au Maroc. Ça s'inscrivait de toute façon dans mon schéma de carrière. Celui qui était présenté comme un clandestin d'un nouveau genre continue son combat de chez lui, via les réseaux sociaux. Si ses projets sont aujourd'hui au Maroc, Nabil garde cependant toujours l'œil sur ce qui se passe en France. Maintenant, c'est l'information. L'information, ça vaut de l'or ici, beaucoup plus qu'ailleurs. Leur dire qu'en renvoyant les étudiants étrangers chez eux, une fois formés, ça va régler le problème du chômage, c'est grave. C'est très très grave, parce que c'est créer un espoir qui n'amènera pas à une réalité. Voilà. Ce n'est pas en renvoyant 6000 personnes chez elles que 3 millions de personnes vont voir leur situation changer. C'est une politique du chiffre depuis le départ, et pour moi une politique du chiffre, c'est la mort de la pensée. Un monsieur, pendant une conférence qui disait à l'ESCP, qui disait quelque chose de très intéressant et de très révélateur de la situation, qui disait, moi ce que je trouve de plus grave dans cette mesure, cette circulaire Guéant, c'est que des enjeux politiques, pire, des enjeux de pouvoir, passent au-dessus de l'intérêt national, priment sur l'intérêt national. Se priver des meilleurs profils qu'on a soi-même formés, un non-sens économique. Des pays comme l'Allemagne se frottent en tout cas déjà les mains à l'idée de pouvoir récupérer des diplômés pour qui elle n'a rien déboursé.
Retour en France, Mahdi Hassina a coûté 30 000 € à son entreprise, le prix de ses 2 ans de formation. Son changement de statut n'a pas été accepté. Aujourd'hui, soutenu par son employeur, il attend la décision du recours qu'il a déposé, mais il a déjà les yeux tournés vers d'autres horizons. C'était un peu aberrant parce que j'ai fait un apprentissage pendant 2 ans et donc cela ne justifiait pas le fait d'aller recruter une autre personne. Donc ils ont fourni un effort tant financier qu'humain. Pendant 2 ans, je connais les process internes de l'entreprise. Je me suis intégré à l'équipe. Je connais quasi un peu tout le monde. Donc voilà, l'objectif c'est de me garder. D'autres pays l'ont très bien compris. Le Canada, l'Allemagne, elle récolte ce que la France a semé. La France a investi de l'argent, du temps pour former des étudiants à forte valeur ajoutée. C'est des profils très compétents qui n'auront pas de mal à trouver un autre boulot ailleurs. Trouver du travail ailleurs, Hasna Kamali a pour l'instant exclu cette option. La jeune femme a décidé de prendre un avocat pour contester la décision de refus de son renouvellement de visa et aussi pour comprendre cette circulaire. La demande serait déposée quand? Plus tard, demain, je pense. Eh bien, ils mettent la date du 1er février. La circulaire du 31 mai, finalement, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient dire à la main-d'œuvre, ça fait trop longtemps que vous avez été laxiste dans le domaine des autorisations de travail, que vous avez accepté des dossiers pour lesquels les entreprises ne respectent pas tel ou tel point. Et je vous demande maintenant d'appliquer avec rigueur les dispositions du Code. Il faut aussi que ces services de la main-d'œuvre agissent avec un certain discernement. Or, aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est appliquer avec une extrême rigueur la loi. Je veux des chiffres, je veux une diminution du nombre d'autorisations de travail. Et voici quelqu'un qui, dans son itinéraire personnel, et c'est son choix, et je crois qu'il faut prendre ça aussi en compte. On ne peut pas gérer comme ça tous les étudiants marocains ou tous les étudiants algériens. Enfin bon, il y a des parcours individuels. Dans son parcours individuel de vie, elle décide, parce qu'on vient la solliciter, de travailler dans une entreprise française pour améliorer sa formation. Est-ce qu'elle restera ensuite, est-ce qu'elle ne restera pas? Ce sera son choix. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a une rencontre de 2 volontés. Et la volonté, Hasna ne l'a pas perdue. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'angoisse qui gagne la jeune ingénieure. Il y a des jours où je ne sors pas de chez moi. J'ai même plus envie de me lever de mon lit et de sortir. S'il n'y a pas un ami qui vient me sortir, je ne sors pas. Et c'est des jours d'angoisse, le temps de faire le recours, de le présenter, d'attendre la décision du juge. Est-ce que je passe ou pas? De passer devant un tribunal. C'est stressant. Moi, ça fait 4 mois que j'ai pas vu, que j'ai pas souri et que j'ai pas vu un moment de joie. C'est toujours du stress, de l'angoisse pour se dire de quoi demain sera fait, le rendez-vous à la préfecture, comment je vais faire pour prolonger mon titre de séjour. Mais pourquoi je subis cette injustice? Il n'y a pas simplement un préjudice matériel, c'est-à-dire que vous travaillez, vous avez une paie tous les mois, vous avez des avantages, vous pouvez avoir une voiture de service, des avantages, la cantine, des tickets restaurants, ce genre de choses. Mais il y a aussi un vrai préjudice moral. Il n'est pas rare de voir des gens qui basculent dans la dépression et qui vont voir un médecin. C'est aussi ça les conséquences des refus de titre de séjour. Le droit aux études. Mais la circulaire pour le ministre de l'Intérieur, pas question de la retirer. On ne renonce pas à sa politique de maîtrise de l'immigration, maintient Claude Guéant. Face à la levée de boucliers, un ministre, celui de l'enseignement supérieur Laurent Wauquiez, reconnaîtra pourtant le 17 décembre sur une chaîne française l'erreur du gouvernement. On s'est planté, et il faut le dire clairement, sur une circulaire qui a donné ce sentiment, qui a donné cette image à l'extérieur. Maintenant, j'essaye de corriger. Il y a des moments où on fait des erreurs et le but, c'est d'essayer de corriger parce que notre université française, c'est quand même celle qui est la 3e au monde à accueillir le plus d'étudiants étrangers et il ne faut pas que ça change parce que c'est une chance pour tout le monde. Voilà. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec cette circulaire En tout cas, le but, c'est de la corriger et le plus vite possible. Les étudiants... Corriger le tir, des malentendus sont alors clairement évoqués par Claude Guéant. Pour les lever, une nouvelle circulaire est annoncée. Elle est présentée la 2e semaine de janvier.
Cette même semaine, dans les médias, le ministre de l'Intérieur trouve une cause assez mal entendue et pointe du doigt les employés des préfectures, les mêmes qui larguaient fin septembre à faire baisser le nombre de changements de statut. Alors pourquoi tant d'étudiants ont-ils été conduits à regagner leur pays? Il y a eu une incompréhension, il y a peut-être eu d'ailleurs, comme tout cela s'inscrivait dans un contexte de restriction de l'immigration de travail, un excès de zèle dans l'application qui en a été faite, d'où la décision que j'ai prise de publier une circulaire spécifique sur le travail des diplômés étrangers. Je suis étudiant. Sollicité à plusieurs reprises, ministère de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Du côté des syndicats en tout cas, la sortie du ministre a fait bondir. À la préfecture de police de Paris, Frédéric Guillot dénonce les méthodes de l'Intérieur. C'est vous qui fixez l'objectif et après en disant grosso modo il faut faire ça et si vous le faites vous serez bien vu et après vous allez dire que celui qui va sortir du lot, qui va en faire encore plus, il fait du zèle. C'est un peu malhonnête dans l'approche quoi. Je pense que ça arrange aussi le ministre qu'il y a un excès de zèle de certaines préfectures. Alors après en plus moi je sais pertinemment, les guichetiers, compte tenu de leur situation dans la hiérarchie, des fois il y a une telle pression qui fait que, bon, on vous dit, vous demandez ça, bon, vous le demandez, et puis après, voilà, c'est des situations assez complexes. Des fois on n'y comprend plus rien, parce qu'une semaine, il faut faire quelque chose, et la semaine d'après, on vient, on nous explique, non, il faut arrêter, maintenant, il ne faut plus faire ça, il faut faire autre chose. Donc c'est assez dur à vivre pour les agents. Je pense que l'information a été volontairement mal expliquée. Voilà, je pense qu'elle a été volontairement mal expliquée. Alors, en plus, ce qui complique les choses, c'est qu'il y a eu la circulaire. Tout de suite derrière, elle a été fortement contestée. Et donc, les préfectures ont un petit peu appliqué ce qu'ils voulaient dedans, avec plus ou moins de souplesse. Donc, forcément, sur l'ensemble du territoire, vous avez trouvé une préfecture où ils ont été extrêmement durs. Ils ont suivi la circulaire vraiment au mot. Et puis d'autres où ça va être un petit peu plus souple. Ils vont en prendre un bout et tout ça. Parce que, bon, derrière, il y a des objectifs à remplir. C'est ça qui est problématique pour l'agent. Parce que vous avez vraiment votre cas de conscience de dire, mais attendez, la personne qui est en face, concrètement, elle a le droit, quoi. Mais on va lui opposer un refus parce qu'il y a des raisons politiques derrière. Et le problème, c'est que vous êtes en situation, vous êtes fonctionnaire, vous devez appliquer les instructions qui vous sont données au-dessus. Un agent qui est récalcitrant, parce que ça peut arriver qu'il y ait des agents récalcitrants qui disent non, enfin, voilà, quoi, qui vont, grosso modo, défendre la position de l'usager auprès du cadre pour expliquer que, bon, en réalité, il devrait avoir un titre de séjour. Ça peut aller pas à la menace, mais on fait comprendre gentiment que vous êtes fonctionnaire, vous devez appliquer ce qu'on vous dit et que vous n'avez pas, vous n'avez pas votre mot à dire, quoi. Pour tous ces diplômés, le plus dur, c'est certainement l'attente, moralement, mais aussi financièrement. Car malgré l'absence de revenus, les dépenses pour vivre, elles, continuent. Attendre d'une décision ou attendre d'un recrutement pour pouvoir déposer son dossier, c'est le cas de cette jeune Marocaine, que nous appellerons Salma. Titulaire d'un Master 2 en ressources humaines, elle peine à trouver un emploi, une expérience professionnelle nécessaire pour valider son diplôme, dans ce pays où, dit-elle, elle ne s'était jamais sentie étrangère. J'ai jamais senti de discrimination en France depuis que je suis arrivée. Il n'y a jamais personne qui est venu me dire oui, toi t'es maghrébine, tu vas pas faire ça ou tu vas pas faire ça. Là aujourd'hui je la sens et c'est vrai que c'est un sentiment de rejet, on va dire, puisque donc on a toujours été intégrés, on parle bien français, il n'y a pas de souci donc avec que ce soit avec mes amis, les parents de mes amis, il y a vraiment ça s'est toujours super bien passé. Et là aujourd'hui justement on voit les entreprises qui disent je suis désolée mais même si tu es intégré, je peux pas trop vous embaucher parce que non pas par rapport à vos compétences, mais par rapport à des problèmes administratifs. Donc il y a une personne qui m'a dit ça clairement. Nos clients rejettent les dossiers, donc non pas par rapport aux compétences, mais parce qu'ils rencontrent des problèmes administratifs et qu'à la fin ils préfèrent laisser le poste vacant que recruter. Et donc là, à un moment donné, il faut prendre un peu de recul et se poser la question, d'accord, aujourd'hui on a des postes,
là on a trouvé la bonne personne, mais on doit se baser sur des critères de préfecture, des critères administratifs, que des critères qui sont en rapport, qui ont un rapport avec le besoin lui-même du poste. Et donc là, ça devient grave parce que c'est aussi une atteinte à la liberté de recrutement des entreprises. Et donc à force, il n'y aura plus justement de diversité dans les entreprises. Peut-être que la compétitivité à l'international va diminuer. Et donc après, il y aura des problèmes par rapport aux négociations, aux contrats à l'international et notamment dans le Maghreb. Et quoi dans ton stage? Mais il n'y a pas que le diplôme et le travail. Il y a aussi la vie qu'on s'est construite et les amitiés qu'on a liées. On est vraiment pensive. Alors c'est quoi le plan B? Salma garde le sourire. C'est en revanche avec difficulté que sa meilleure amie évoque son éventuel retour prochain au Maroc. Elle n'endort plus, elle n'en mange plus, elle n'est pas bien, psychologiquement, moralement c'est très dur parce que elle veut rester et qu'elle se dit bah, si je trouve pas, je dois rentrer. Je dois rentrer chez moi et au revoir tout ce que j'ai construit pendant toutes ces années ici, au revoir les amitiés, au revoir et voilà quoi. Donc c'est très dur et pour elle et pour nous aussi quoi. C'est une véritable souffrance, ouais. En plus c'est pas de cinéma, hein. Faut pas que tu partes. Non. Alors les recruteurs sont-ils réellement devenus frileux face aux candidatures d'étrangers depuis la circulaire Guéant? Oui, selon Guillaume Salomon, créateur d'une start-up spécialisée dans le recrutement de jeunes diplômés. Des changements, il en a observé depuis le 31 mai. Aujourd'hui, nos clients ont reçu de la part du gouvernement donc, cette circulaire Guéant qui leur explique qu'aujourd'hui recruter un étudiant étranger pour un poste en CDI est devenu difficile. Les procédures se sont allongées. Et donc nous, on reçoit des demandes de la part de nos clients pour avoir des shortlists de candidats, on va dire français, c'est-à-dire qui ne sont pas issus, qui ne sont pas hors Union européenne et pour lesquels le recrutement sera facilité. La question que nous aujourd'hui on se pose chez Azistage, c'est de savoir est-ce que dans notre shortlist on présente toujours à nos clients des candidats étrangers ou non, sachant que derrière on sait très bien qu'ils ne les embaucheront pas à cause de cette circulaire. Le business voudrait qu'on transmette des candidatures d'étudiants qui ont des chances d'être pris. Donc transmettre des candidatures étrangères pour nous, ça veut dire on a peu de chances qu'ils soient recrutés. Donc en pratique, on devrait même plus le faire, businessment parlant. On continue à le faire parce que nous, dans l'esprit, on a quand même des entreprises qui, en fonction de certains profils, si sur certains postes, j'en vois qu'une candidature d'un étudiant étranger et pas d'autres candidatures, l'entreprise elle a quand même un besoin de recruter, donc elle va quand même engager ce processus-là même s'il prend 6 mois parce qu'elle a vraiment besoin de recruter quelqu'un. Et ensuite, quand j'envoie une shortlist de 5 personnes avec 2 candidats étrangers, on a quasiment 100% de chance que ça soit les 3 non-étrangers qui aient un entretien et pas les autres. Les diplômés chaque année juste simplement français ou d'Union européenne, diplômés des écoles françaises, ne suffisent pas à couvrir la demande des entreprises. Trouver un emploi est aussi synonyme de crainte pour ceux qui sont rentrés. Crainte de ne pas trouver assez vite, crainte aussi de ne pas se réadapter au milieu professionnel. Nous retrouvons Omar. Le jeune homme passe un deuxième entretien dans cette entreprise d'audit casablancaise. Aujourd'hui, donc, votre candidature est passée d'une première étape de présélection vers une étape de sélection. Et donc, votre candidature est aujourd'hui dans le pipe. À l'issue de ces entretiens, j'ai eu pour l'instant 2 propositions concrètes que je mets en attente de voir les autres retours des entretiens que j'ai pu avoir. L'approche pour trouver un emploi au Maroc est un peu différente de celle en France. Il faut avoir un réseau, développer un réseau de contacts et puis taper aux portes pour trouver le poste qui vous va. Et donc je m'adapte petit à petit, je me réadapte à ce marché de l'emploi et pour l'instant ça se passe très bien. Une entreprise qui mise aussi sur ces jeunes détenteurs d'un diplôme étranger et qui profite indirectement des effets de la circulaire.
C'est clairement une opportunité, mais ça serait égoïste de regarder que cet aspect-là, parce que c'est vrai en même temps, ça contraint des gens qui souhaitent avoir un premier travail, un premier emploi en France, à revenir tout de suite au Maroc. Mais il est clair que nous, à travers les CV qu'on a pu recevoir, nous avons recruté des personnes qui probablement ne seraient pas venues spontanément chez nous s'il n'y avait pas cette contrainte. Donc c'est une opportunité, certes, d'un côté pour nous, mais en même temps, c'est une contrainte pour les personnes parce que ça les prive de cette expérience en France. Nous avons eu des exemples justement où on a pris beaucoup d'étudiants qui n'ont pas réussi à avoir ce permis de travail en France, même s'ils avaient un diplôme de grande qualité et des écoles qu'on appelle catégorie 1. C'est l'argument numéro 1 des défenseurs de la circulaire, ne pas participer au pillage des cerveaux. Si sur le principe, le président du Centre de la communauté marocaine à l'étranger est bien sûr pour la libre circulation des compétences, il a bien compris l'importance de miser sur le retour de ceux qui feront certainement le Maroc de demain. Ce n'est pas nécessairement un drame. Je ne crois pas que ce soit un drame parce que ce pays est en train de se construire. Ce pays a plein de chantiers. Il a besoin de garçons et de filles formés dans des centaines de domaines. Il y a de quoi entreprendre ici aussi au Maroc. La question, c'est qu'il faudrait aussi que le Maroc améliore sa capacité d'accueil de ses cadres expatriés. Et c'est pour ça que le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger a fait faire une étude sur les politiques marocaines de mobilisation des compétences, et nous comptons faire durant le premier trimestre 2012 des assises des compétences marocaines. Les grandes entreprises marocaines vont très souvent faire entre guillemets, leur marché en France. Les banques marocaines, l'Office chérifien des phosphates, l'Omnium nord-africain, et c'est aussi de faire revenir des cadres de haut niveau. Il y a des salons des étudiants marocains qui s'organisent à Lyon, à Paris, à Montréal. Donc, un certain nombre d'entrepreneurs, de dirigeants des grands groupes marocains ont conscience aussi qu'il faut mobiliser ce qu'on appelle la diaspora scientifique technique marocaine. Et donc le moment est venu peut-être de faire le bilan de toutes ces actions et de voir comment on peut amplifier ce mouvement. C'est-à-dire que comment faire contribuer la diaspora marocaine scientifique au niveau marocain. Depuis maintenant 2 ans, par exemple, on a lancé le club France-Maroc avec l'ambassade de France, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, avec l'ambassade de France et plusieurs, pour essayer au contraire de mobiliser cette communauté d'étudiants marocains qui ont d'évidence une double culture, qui sont pour de plus en plus, il y a ces Marocains qui ont des difficultés au niveau des préfectures, mais il y a de plus en plus de Marocains qui se naturalisent, et de plus en plus de franco-marocains. Donc c'est à partir de cette réalité qu'il faut que nous réfléchissions les uns les autres. Il y a aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui sont franco-marocaines, et culturellement et juridiquement. Je pense que parfois le monde politique a une difficulté à intégrer cette mutation, et qu'on reste encore dans disons, du vieux schéma, qui sont ceux d'entrave. En fait, il faut réfléchir en termes de mobilité, de circulation, faciliter la circulation. Le Maroc a besoin de compétences. Le Maroc est déjà, entre guillemets, un petit pays d'immigration. Et donc, il est appelé, y compris, à développer sa politique d'immigration, à accepter que des étrangers viennent travailler, et de plus en plus d'étrangers viennent travailler ici. Donc il n'y a pas que l'Europe ou la France qui est confrontée à cette question, nous aussi, à une plus petite échelle. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir, parce que demain, c'est celui de la circulation. Récupérer ses meilleurs profils où qu'ils soient, c'est donc ce que tentent de faire les entreprises marocaines, comme ici, au Forum Horizon à Paris. Cette année, l'édition est placée sous le signe de la circulaire. Selon l'organisatrice, les diplômés marocains sont venus beaucoup plus nombreux que d'habitude. Salma est venue préparer un hypothétique retour. CV à la main, elle tente d'approcher certaines entreprises. Et cette fameuse expérience qu'elle demande, on va lui la réclamer ici aussi. Par rapport à un cabinet de recrutement, il
demande de l'expérience, donc minimum 6 ans, ce qui confirme justement qu'un jeune diplômé qui a eu un diplôme, il doit avoir de l'expérience pour justement avoir une chance d'être recruté dans une multinationale au Maroc. On revient toujours à la première problématique qui est l'expérience, une première expérience. Donc là, on vient de me dire que pour le poste qu'il recherche justement en tant que consultant RH, c'est un poste, c'est pas junior, mais avec un master RH, mais 6 ans d'expérience. La nouvelle circulaire est-elle donc un espoir pour nombre de diplômés étrangers dans l'attente d'une réponse? Pierre Alifa, président de la conférence des grandes écoles, était en tout cas un de ceux qui s'étaient inquiétés des conséquences du premier texte. La circulaire de modification a répondu à ces attentes. Très clairement, elle est plus que modifiée, puisque la circulaire du 31 mai était une circulaire générique et qui traitait partiellement du cas des diplômés, ce qu'on appelait à haut potentiel, donc titulaires d'un diplôme au moins égal au niveau master. Donc là, la nouvelle circulaire prend le pas sur celle-là. Donc pour ce périmètre-là, ces types de profils, il est très clair que ce qui vient d'être fait, c'est finalement une annihilation. C'est pas une annulation, une abrogation de la circulaire, puisque elle traite toujours des autres cas. Mais pour ces cas particuliers, on ne fait plus référence à la circulaire du 31 mai, mais on fait référence à la nouvelle circulaire qui explicite les droits. On a rajouté quelque chose et le gouvernement l'a accepté, c'est que le chef d'établissement de formation et l'entreprise certifient qu'il y a adéquation entre le travail proposé, donc le contrat de travail et la formation. Bien sûr, c'est pour éviter des dérives, pour ne pas aller dans un fast-food alors qu'on a un diplôme Bac+5 ou Bac+8. Voilà. Enfin, on peut diriger peut-être un fast-food, mais pour faire la plonge et le service d'un fast-food, là, il n'y a pas adéquation. Donc, quand il y a adéquation, c'est certifié par la partie formatrice et la partie employeur. Et là, c'est une pièce essentielle au dossier d'instruction de la préfecture, ce qui devrait grandement limiter les interprétations du fonctionnaire qui n'a pas connaissance obligatoire de tous les secteurs d'activité, de tous les marchés de l'emploi, etc. Donc là, c'est un élément très fort. Et alors qu'on est dans le droit commun, là, il n'y a pas la robustesse de la loi, mais il y a une volonté très claire de favoriser ces étudiants et ces diplômés. Satisfaite, Bariza Kiariel ne l'est pas. Montée au créneau dès les premières heures, la sénatrice PS est montée la semaine dernière à la tribune du Sénat pour présenter sa proposition de résolution contre la circulaire et ses modifications. Une proposition adoptée il y a 10 jours après un débat dans l'hémicycle et son interpellation du ministre de l'Intérieur. La France a une très longue tradition d'accueil des étudiants étrangers. Alors, Monsieur le ministre, voyons ensemble si la nouvelle circulaire constitue ou pas une avancée. Est-elle en mesure de restaurer l'attractivité de la France, de redonner aux universités et grandes écoles françaises des arguments à l'attention de leurs partenaires des universités étrangères, de sécuriser les entreprises qui ont besoin de ces profils et compétences particuliers? Vous demandez au préfet, Monsieur le ministre, de passer de la rigueur au discernement. Mais les ambiguïtés ne sont pas levées. Très sincèrement, mes chers collègues, la nouvelle circulaire n'est à la hauteur ni des enjeux ni des attentes. Le mal est fait et rien n'augure de bon pour l'avenir. Ça ne vous a pas échappé, nous sommes en période électorale et qu'il faut donner des signes à un certain électorat. Alors jusqu'à présent, les étudiants Bac plus je ne sais pas combien étaient éloignés de toutes ces polémiques et de toutes ces utilisations. Aujourd'hui, on va jusque-là. C'est-à-dire qu'on est en capacité d'abîmer l'attractivité de la France pour un plat de lentilles. Nous sommes déjà 4e dans l'accueil des étudiants. Les 3 premiers sont des pays anglophones. Donc c'est un coup porté à la francophonie. Et puis évidemment, parce que ces jeunes étudiants, quand ils rentrent chez eux, quand ils ont fait leurs études en France, qu'ils ont fait une première expérience professionnelle en France, qu'ils ont été bien cueillis, qu'ils ont été bien accueillis, qu'ils y ont bien vécu, qu'ils s'y sont fait des amis, qu'ils rentrent après chez eux, ce sont des jeunes gens qui ont un fort potentiel et qui sont en capacité d'avoir des postes importants. Et donc ils seront prescripteurs pour notre économie. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs. La vraie France, c'est pas celle que nous montre M. Guéant. La vraie France, c'est une terre d'accueil, notamment de cette excellence internationale. L'image de la France abîmée aux yeux des étudiants étrangers. Les nouvelles mesures financières ont en tout cas de quoi faire hésiter. Augmentation de 30% des ressources exigées pour obtenir un titre de séjour étudiant. Le changement de statut est lui passé de 85 à 349 €. Au Maroc, c'est à Campus France, à Rabat,
que l'on dépose son dossier pour obtenir son visa étudiant. Ici, on n'a pas senti l'inquiétude des jeunes Marocains. Les demandes ont même augmenté, selon les diplomates. Nous avons suivi ça évidemment de près ici et nous n'avons constaté pour l'heure aucun impact sur les flux. Peut-être que ça en aura de façon différée, mais moi j'ai tendance à penser que la nouvelle version de la circulaire qui prend en compte un certain nombre de réalités économiques devrait amener à diffuser des messages plutôt rassurants auprès des étudiants pour la rentrée prochaine. En tout cas, sur le flux actuel que nous enregistrons actuellement, il n'y a pas eu d'impact significatif, même pas d'impact du tout d'ailleurs. Certains sont rentrés mais se battent encore pour revenir en France, malgré un premier refus de changement de statut. Diplômé de la prestigieuse école des arts et métiers, Abdessamad a dû revenir à Marrakech, faute de papier. Aux côtés de Nabil Septi, venu lui donner des conseils, il évoque son rêve de travailler en salle de marché et ses doutes sur son avenir. Je commence personnellement à perdre espoir en ce fameux recours hiérarchique, donc on peut dire que j'attends plus la réponse. Là, je suis rentré parce que je préfère rentrer chez moi plutôt que d'être dans une situation irrégulière. Je suis rentré au Maroc. Heureusement, il y a pas mal de jours à expirer. Mon titre de séjour a expiré, donc j'ai préféré. En fait, le problème avec le changement de statut, c'est que quand on demande le changement de statut, on perd le statut étudiant. Bien avant d'obtenir le statut salarié. Le c'est de travailler dans cette boîte, quelle qu'en soit la raison. Quelle qu'en soit la raison. Il y a des recours encore. Tu peux très bien mettre fin à ton recours hiérarchique. Tu peux lancer une procédure qui va être longue. Moi, je ne vais pas te mentir, elle va être longue. Après, il y a des priorités. Peut-être que le but pour toi, c'est de commencer à travailler le plus tôt possible. Exactement. Mais il y a des choses à faire. Et d'où d'ailleurs la création du collectif, d'où d'ailleurs le soutien aujourd'hui d'un certain nombre d'organisations qui accompagnent des personnes comme toi qui ont souffert de cette circulaire, qui ont souffert de la procédure de manière générale, qui regorge de défauts. J'aimais beaucoup cette notion de parole de la France, parce qu'il y a la parole de la France d'un point de vue strictement économique. On vous a aidé à vous endetter pour pouvoir vivre et étudier, et là finalement vous n'allez pas pouvoir rembourser parce que c'est difficile. Il y a la parole aussi de la France vis-à-vis de ce qu'on appelle le soft power, c'est le fait d'inculquer ses valeurs et sa culture à d'autres, de la partager. C'est le rayonnement culturel en gros. Et quand tu regardes cette circulaire, elle s'inscrit en faux avec tout ce qui fait de la France. Voilà. À la faveur des écoles qui les ont formés, ces valeurs françaises, tous ces diplômés les partagent donc. Une France façonnée par ces échanges et qui a encore besoin aujourd'hui de son immigration, démographiquement, culturellement et sans doute économiquement. À l'heure de la diffusion de ce reportage, Nabil et Omar cherchent du travail au Maroc. Hasna, Salma et Mahdi ne savent toujours pas quelle décision leur sera réservée. Le collectif a recensé près d'1 millier de victimes de la première circulaire Guéant.